Alors Valérie Bugeaud, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Anne-Laure. C'est la deuxième fois que vous avez la gentillesse de répondre à mes questions et de présenter votre travail. Donc là, je vous reçois pour votre livre « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, les moyens d'une véritable démocratie ». J'ai eu la maladresse de ne pas inviter votre complice dans cette opération, Monsieur Jean Rémy, que j'ai eu l'occasion d'entendre lors de vos interventions qui sont diffusées sur YouTube. Et je le prie publiquement de m'en excuser et je me ferai pardonner, il viendra. Monsieur Jean Rémy a fait un gros travail, en tout cas de belles connaissances sur l'évolution de la pensée économique et je pense que les auditeurs auront plaisir à l'entendre. Donc, vous reviendrez accompagné de votre complice pour que lui puisse présenter sa partie, sa vision un peu plus économiste, qui est passionnante. Alors, vous, votre grande qualité, c'est votre formation de juriste. Vous êtes docteur en droit. Vous avez obtenu ce doctorat à la Sorbonne, donc une de nos plus belles universités de droit, je crois, une des plus glorieuses. Et je trouve que la richesse de votre travail vient de la rigueur du juriste appliquée à la question économique. Étant moi-même de formation économiste, je reconnais que parfois je taquine un peu nos amis juristes, mais je trouve que dans votre façon de présenter les choses, il y a des explications de quelques failles du raisonnement économique. En tout cas, moi, ça m'a permis de mettre quelques mots sur des éléments que je ne comprenais pas trop dans le raisonnement économique. Voilà. Je souhaitais donc que nous déroulions votre intervention, que vous nous fassiez déjà un petit cadrage des concepts à la fois d'économie, puisque le sujet portera sur la monnaie source de droit, et que vous nous recadriez un petit peu d'abord, le mécanisme de droit. Votre préfacier, Philippe Boursier de Carbon, revient sur, insiste beaucoup en fait sur ce glissement du droit romain vers le droit anglo-saxon avec une inversion en fait. Moi, j'aurais tendance à m'envoler en disant une perversion finalement de la mécanique, c'est-à-dire que vous me corrigez, mais dans le droit romain, il y a un dispositif hiérarchique avec le politique qui ordonne le droit et le droit gère l'économique. Il y a une unité de la personne qui est reconnue dans le cadre du droit de propriété. Vous préciserez, chers auditeurs, Valérie Bugeaud hoche, mais moi je vulgarise les choses. Elle précisera donc avec ce concept de droit l'usus, abusus, fructus, dont tout est réuni sur la même personne, alors qu'en droit anglo-saxon, en fait, si j'ai bien compris, le droit n'est pas un outil du politique, mais est un outil au service de l'économie. Et on sépare ce qui était uni dans le droit romain en traitant de manière différente la personne qui finance, la personne qui possède, la personne qui utilise. Je vous laisse nous donner ce cours parce qu'en plus les auditeurs vont me reprocher de vous interrompre. Donc je vous laisse nous donner toute explication pour que nous puissions comprendre en fait surtout vos conclusions. Alors on va commencer par les conclusions pour vous accrocher, chers auditeurs, qui est que selon Valérie Bugeaud et Jean Rémy, l'idée des économistes de considérer la monnaie comme un bien est à l'origine des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sur l'usage qui est fait de la monnaie, le pouvoir qui est remis entre les mains de personnes dont nous n'avons pas le contrôle et qui ne servent pas le politique, le bien commun. Et donc, cette conclusion trouve sa source dans cette analyse, cette jonction qui est faite entre la question du droit et la question de l'analyse et de la pensée économique. Maintenant, j'arrête. C'est fini. Bon, mais il y a énormément de choses. Je vous remercie déjà d'avoir présenté le sujet de façon aussi pertinente. Il y a énormément de choses sur lesquelles je dois revenir et n'hésitez pas à me dire si j'en oublie parce que effectivement c'est un sujet qui est assez vaste et ça va de la présentation générale au cas particulier de la monnaie. Donc si vous le voulez bien, je vais partir de la présentation générale
parce que, en effet, la rigueur juridique que vous avez reconnue dans la présentation de la théorie de la monnaie, théorie juridique de la monnaie, est une émanation directe du fait que je suis à l'origine de formation civiliste. Je suis venue au droit des affaires et au droit fiscal dans un second temps. Donc, pour moi, le droit, j'ai intégré dans ma façon de penser la façon de penser civiliste, qui est en fait une émanation du droit continental traditionnel qui vient du droit romain. Et dans le droit romain, la conception essentielle du droit, c'est que le droit, en fait, est une émanation du phénomène politique, en tant que le phénomène politique est une façon d'organiser la vie de la cité, c'est-à-dire d'organiser la vie en commun de gens qui ont des intérêts divergents, pour ne pas dire antagonistes, et de quantité d'intérêts variés. Voilà. Donc ça, c'est la politique. La vraie politique, c'est l'organisation de la vie de la cité, c'est-à-dire que c'est la préservation d'un intérêt commun qui fait que la vie de gens aux intérêts divergents peut être possible. Voilà. C'est l'organisation. Des règles communes. Des règles communes qui permettent aux gens de s'entendre et de ne pas être dans un pugilat permanent, que si tout le monde veut bien ouvrir les yeux, qui est la réalité d'aujourd'hui, la vie que nous sommes collectivement en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a eu un glissement évident entre le concept primordial et primitif de droit, tel que le droit continental le concevait, et celui dans lequel aujourd'hui on vit, qui n'est à mon sens pas du droit. Il faut rétablir la véritable sémantique derrière les choses. C'est que nous sommes dans c'est plus une civilisation formée par le droit, mais nous sommes dans un concept de réglementation permanente. Voilà. Le droit est devenu de la réglementation. Ce qu'on appelle les codes aujourd'hui sont des compilations de textes qui n'ont rien à voir avec les codes tels qu'on les concevait dans le concept traditionnel, de droit continental traditionnel. Donc en fait, tout ça est assez compliqué. Le véritable droit, le seul qui reste encore un petit peu au sens droit de régulation et droit d'organisation de la vie de la cité, c'est le code civil. Tout le monde sait que le code civil est en train d'être totalement subverti et totalement vidé de son sens initial pour le moderniser à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire à la façon réglementation et à la façon économique. Voilà. Pour s'adapter au monde. Oui, enfin pour s'adapter à la loi du plus fort, qui est actuellement le pouvoir économique. Voilà, c'est le pouvoir économique qui a pris le contrôle du phénomène politique. Et justement, alors ça va nous amener à la monnaie, parce que l'étape primordiale de cette prise de contrôle du pouvoir politique par le pouvoir économique a été justement le contrôle des monnaies. Et le contrôle des monnaies par l'échangeur, qui était à la fois commerçant et banquier. Donc il faut comprendre la mentalité de ces gens-là pour comprendre comment la monnaie a évolué, comment le système bancaire, monétaire et, je dirais, étatique a évolué, de façon à ce qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien du concept de politique. Voilà. Alors, le lien entre le ciment entre ce que vous avez présenté et ce que je suis amenée à décrire maintenant, c'est effectivement le droit de propriété. Parce que le droit de propriété, il est considéré traditionnellement par le droit civil issu du droit romain, donc le droit continental traditionnel, comme étant la réunion dans les mêmes mains de trois critères qui sont l'usus, le fructus et l'abusus. Usus, abusus, usus, fructus. Voilà. Alors que le nouveau concept qu'on veut maintenant nous imposer en tant que la transcription du droit anglo-saxon dans le droit continental s'appelle le droit de propriété économique. Et le droit de propriété économique est en opposition frontale avec le droit de propriété traditionnel. Pourquoi ? Parce que le droit de propriété économique suppose que celui qui a le pouvoir finalement définitif sur la chose ou sur la
personne d'ailleurs, peu importe sur quoi. Ils ne sont pas distingués d'ailleurs, c'est ce qui peu importe ressort le dans un sujet joli du pouvoir, que ce soit un sujet, un objet, que ce soit immatériel, matériel, peu importe. C'est celui soit qui finance, soit qui utilise, soit qui a un usage. Donc en fait, c'est matériel, enfin c'est utilitariste. Hein, c'est celui qui finance ou celui qui utilise le bien ou la chose a du pouvoir dessus. Et ça, c'est le droit de propriété économique. Et on comprend bien que dans ces conditions, l'ancien propriétaire, celui qui avait le propriétaire nominal, n'a plus son mot à dire. Je veux dire que le propriétaire nominal ne compte plus. Donc c'est une subversion de la pensée du droit de propriété. C'est une subversion du concept de propriété. Est-ce que vous pouvez, alors, il y a dans un de vos articles, chers auditeurs, vous pouvez, de Radio Courtoisie, vous pouvez retrouver les chroniques de Valérie Bugeaud sur Internet. Vous en avez publié un récemment sur l'histoire des données et la propriété des données. Donc, il y a un cas intéressant et moi, j'ai un petit point d'interrogation. Est-ce que c'est comme ceci que l'on peut expliquer, chers auditeurs, je ne suis pas un promoteur de la PMA, je vous rassure tout de suite, mais est-ce que c'est par ce dispositif intellectuel qu'on peut expliquer que certaines personnes justifient aussi l'usage le recours à la PMA et la commercialisation du ventre de femmes pour permettre à certaines personnes de devenir propriétaires d'un enfant? Bien entendu, l'origine de tout ça vient de la dichotomie, la radicale opposition qu'il y a entre la conception classique, traditionnelle, continentale du droit et la conception anglo-saxonne, pour qui le droit n'est qu'un instrument, n'est qu'une réglementation au profit des principaux propriétaires de capitaux. Et toute l'essentiel du droit anglo-saxon, c'est déterminé autour de ce noyau dur. Alors que le droit continental traditionnel était un droit respectueux de la personne, en fait, le droit était au service de l'intérêt commun de la personne en tant que conçu comme un élément d'un groupe. Voilà. Donc c'est en fait c'est la subversion radicale de la philosophie politique mais juridique qui est en fait une philosophie politique derrière. C'est cette subversion de la pensée par l'emprise monopolistique de la pensée anglo-saxonne qui amène à ce que nous vivons actuellement. Et je pense que les anglo-saxons sont même moins choqués par cette approche de la personne humaine que ne l'est des gens qui ont vécu traditionnellement sur le continent avec une conception issue du droit romain, issue de cette pensée juridique et politique classique. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette... alors, c'est une question un peu théorique, mais pour moi, je me dis, dans le droit romain, il y a une vision de la personne... alors, elle trouve ses origines dans la Rome antique, mais... aujourd'hui, quand elle est arrivée jusqu'à chez nous, c'était une vision chrétienne du droit. On distinguait la personne et l'objet qui n'étaient pas gérés par les mêmes droits. Et puis, la personne était complète, c'est-à-dire que le droit de propriété était associé à une question de responsabilité. Et donc, on ne pouvait pas, une personne qui possédait quelque chose était intégralement responsable de ce bien, de cette chose-là. Il n'y avait pas de séparation de la personne. Est-ce que la rupture, elle vient de vieilles traditions anciennes, ou est-ce que c'est lié au fait que chez les anglo-saxons, il y a une émergence du protestantisme, une séparation en fait entre la philosophie, je dirais une laïcisation de la vie collective qui est antérieure à ce qui est arrivé chez nous en France notamment, et que on a voulu 200 ans avant ce qui s'est passé dans la Révolution française laïciser le droit, c'est-à-dire qu'on l'a technicisé pour ne pas faire rentrer en ligne de compte des questions de valeur morale. On l'a réduit à son expression comme gestion des questions économiques. Comme ça, il n'y avait pas d'arbitrage moral. Alors,
Je vais vous avouer que je ne suis pas du tout spécialiste des religions. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il est clair quand même qu'il y a un lien assez naturel qui s'est installé entre la pensée protestante et le matérialisme. Ça, je pense qu'il y a plus d'affinité naturelle, si je puis dire, entre la pensée protestante et le matérialisme qu'il n'y en a entre la pensée chrétienne initiale, catholique, oui. chrétienne, et le matérialisme. La pensée chrétienne est certainement beaucoup plus tournée vers des considérations, je dirais, moins matérialistes, qui font qui prennent en compte de façon beaucoup plus de façon même essentielle, enfin, qui ne font que prendre en compte la personne humaine dans un contexte à la fois social et spirituel, alors que le protestantisme, sans être spécialiste, encore une fois, des religions, a plus d'affinité avec une appréciation matérielle des biens matériels et la personne par rapport aux biens matériels. Donc il y a plus de lien entre la personne et le matérialisme dans le protestantisme que dans le christianisme à l'origine. Il est évident que Rome, c'est quand même est devenue chrétienne assez tôt. Donc c'est vrai que le droit romain a été baigné de culture chrétienne, a été baigné par toute cette pensée collective, cette attitude collective. Donc le droit romain est intégralement, enfin peut-être pas intégralement, mais en tout cas il s'est spontanément élaboré dans ce contexte de christianisme. Ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Donc je vous le dis, je répète, sans être spécialiste des religions, il me semble qu'il y a quand même spontanément un lien entre ces deux éléments-là. Et c'est vrai que, par exemple, enfin le moment où vraiment le pouvoir économique a pris, a décidé d'une stratégie de prise de pouvoir politique, et au moment où où ce pouvoir économique a été assez fort pour mettre en œuvre des stratégies de type politique, il est vrai que ça s'est passé dans des pays qui étaient quand même des pays protestants, puisque les grands banquiers, la première banque, l'ancêtre de la première banque centrale est né aux Pays-Bas, et ensuite la première banque centrale réelle est née en Angleterre. Donc la troisième banque centrale est née en France, néanmoins. Et la France n'était pas traditionnellement un pays protestant. Mais entre-temps, il y avait eu quand même la Révolution française, qui a été un pas vers ce matérialisme. Parce que, en fait, ça s'est passé de façon, je dirais, parallèle. Le matérialisme s'est développé en même temps que le pouvoir de la bourgeoisie et des banquiers commerçants s'est développé. Donc ça a été une imbrication, si vous voulez. Un aller-retour. C'est indissociable, en fait. La montée en puissance de cette classe bourgeoise, mais qui était en fait une émanation des banquiers commerçants. Hein, c'est des commerçants. Oui. Bien sûr, ce sont des banquiers et ce sont des commerçants. C'est les deux. Et cette conception de la monnaie marchandise, tout ça, est quand même assez lié. Eh bien, est né, enfin, s'est développé quand même de façon parallèle avec le matérialisme et le développement de la pensée que vous appelez laïque au départ. Mais moi, je préfère parler de matérialisme parce que, en fait, je dirais qu'on est dans une ère totalement matérialiste. Oui. Ce qui est intéressant dans le droit anglo-saxon, c'est son utilité et son efficacité. Exactement. Le droit est pas bien ou mal, pour être économiquement efficace. Ouais, mais économiquement, il faut savoir ce que ça cache. Économiquement, c'est aux mains des plus forts, des économiquement les plus forts. Donc des gens qui détiennent vraiment le grand capital. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est au profit du petit commerce ou... Parce que justement, ces gens-là sont aussi avancés en mettant en avant les effets bénéfiques de leur proposition pour le commerce, le petit commerce en général, etc. Mais ça, c'est une illusion, puisque tout est fait pour mettre tout le monde en concurrence permanente. Et je dis bien tout le monde, c'est-à-dire que même maintenant, la personne humaine est réifiée,
Donc, la concurrence ne se fait pas seulement sur le bien, mais sur les personnes. C'est-à-dire que les personnes sont considérées aussi comme des objets. Et ce qui compte, c'est le pouvoir que les très grands capitalistes ont sur les objets et sur les personnes. Enfin, il n'y a pas de nuance dans leur esprit entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de séparation entre il n'y a pas de séparation conceptuelle entre un bien et une personne. Alors que dans le droit continental traditionnel, et dans la façon dont dans le sens même du terme politique, on est dans un concept radicalement opposé. On est dans un concept dans lequel le droit est au service de la vie en collectivité. Il y a une hiérarchisation. La hiérarchisation, elle existe aussi dans l'autre cas, mais elles ne sont pas au même bénéfice. La hiérarchisation en droit continental traditionnel, c'est que le droit est un instrument pour que les gens puissent vivre en harmonie, le plus en harmonie possible, sur un territoire donné, dans des conditions déterminées pour que ça marche. Voilà. Alors que en droit anglo-saxon, la hiérarchie, c'est celui qui est économiquement le plus fort impose son droit pour se développer toujours plus. Voilà. Donc il y a aussi une certaine forme de hiérarchie, mais c'est pas au bénéfice des mêmes. C'est-à-dire les bénéficiaires sont différents. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans un cas, le droit continental, on pourrait dire que il a pour vocation aussi à un moment de limiter la toute-puissance de ceux qui pourraient être les plus forts. C'est l'effet. Comment dirais-je ? Il a pour vocation de permettre la vie en commun. Oui. Donc la vie en commun n'est pas possible si vous permettez l'accaparement, par exemple. Alors mais ça va très loin, parce que l'accaparement, aucune civilisation dans toute l'histoire de l'humanité ne s'est faite sur le développement de l'accaparement. De l'accaparement. Alors donc ça, la civilisation et le droit continental traditionnel permet le développement d'une civilisation, alors que le droit anglo-saxon, uniquement fondé sur l'accaparement et la loi du plus fort économique, sans s'occuper des moyens qui ont été utilisés pour devenir le plus fort, eh bien, ce ne permet pas le développement d'une civilisation. Chers auditeurs, il y a certains mots qui peuvent être dans nos milieux connotés, donc je tiens tout de suite à vous rassurer. Lorsque Valérie Bugeaud, et vous l'entendrez encore, utilise le terme d'accaparement, d'accumulation, on n'est pas dans une vision marxiste des capitalistes contre les pauvres ouvriers. Je préfère vous prévenir au cas où certains d'entre vous craindraient ce type de philosophie sous-jacente. On est bien dans l'observation d'un mécanisme. Et à propos de cette question d'accaparement, vous braquez la lumière sur quelque chose que je trouve de passionnant, c'est le rôle, en fait, donc vous dites bien, la monnaie n'est pas un bien, c'est un moyen d'organiser les échanges. Est-ce que vous pouvez préciser ? Alors déjà, la monnaie bien, de cette définition, qui est une définition qui est évidemment sous-jacente à toute l'analyse économique, qui justifie les taux de change, l'Union européenne pour qu'on puisse échanger facilement notre monnaie. Si vous voyez Valérie Bugeaud, chers auditeurs, elle secoue la tête. Elle a presque pitié de moi. Et en fait, qui est à la source, nous sommes à un an du scrutin pour les élections européennes. Un certain nombre de personnes n'ont pas compris que nous étions en campagne. Les journalistes vont se réveiller sans doute au mois de septembre, peut-être au mois de décembre, si Noël est porteur. Mais la question de la monnaie unique viendra sur le tapis, sans doute. Et aujourd'hui, cette monnaie, qu'il est nécessaire de pouvoir échanger, est à la source de certaines opérations pour l'euro, certaines opérations de prédation qui se jouent en Afrique. Voilà, donc vous mettez à bas cette vision de la monnaie. Donc ce que vous nous apprenez, c'est que en fait la monnaie, on nous a longtemps expliqué que la monnaie c'était une solution aux vrais problèmes que nous avions pour mener les échanges, parce qu'avant, les hommes préhistoriques n'avaient que le troc et que c'était bien compliqué de pouvoir échanger. Donc ça, c'est la comptine qui nous a été racontée pendant des années. Et donc, vous travaillez justement sur ce sujet en disant, attention, la monnaie était un
un outil au service de l'échange. Alors, je vais être très claire vraiment dès le départ, parce que ce sujet de réflexion, c'est vraiment Jean-Rémy qui l'a bien analysé, c'est lui qui est le spécialiste de l'histoire de la monnaie. Moi, je n'ai fait que mettre en musique juridique les informations que lui m'a données de ce point de vue-là. Donc, ce sont ces informations. Je vous invite à l'inviter justement sur ces thèmes, parce que c'est très intéressant et en effet, tout s'explique. Tout est parfaitement logique dans l'évolution du concept monétaire. Donc, la monnaie a été créée initialement pour faciliter les échanges. Parce que vous comprenez bien que faire du troc, vous ne pouvez échanger votre vache contre une botte de foin que si votre co-contractant a besoin de ce que vous offrez. C'est-à-dire soit de la vache, soit de la botte de foin. Si vous n'avez rien d'autre à offrir, c'est compliqué, ça grippe un peu les échanges. Donc en fait, la monnaie est un élément d'intermédiation reconnu par tous, donc une institution. Et la monnaie ne tire sa valeur que du fait qu'elle est une institution, permettant justement d'échanger tout type de biens et services. Par exemple, en Afrique, les kauris. Ah oui, alors les coquillages qui servaient de monnaie. Effectivement, c'est sur chaque continent et sur chaque zone géographique à utiliser des choses différentes au départ. Le bétail aussi, c'est Jean-Rémy qui m'a appris tout ça. Le bétail, au départ, était utilisé comme monnaie d'échange, mais c'est vrai que voilà, ça a ses limites parce que transporter une vache, c'est quand même pas si simple. Donc, il vaut mieux quand même transporter des petits, du blé, des coquillages. Voilà, exactement. Donc, la monnaie, voilà, elle est née pour ça, pour faciliter les échanges. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la pratique, les changeurs, la monnaie est devenue une pièce de métal. Donc ça a été l'argent, ça a été l'or, etc. Et puis dans cette subversion de la conception monétaire, le pouvoir papal a eu aussi un rôle, et un rôle néfaste qui a été dans le sens des banquiers, dans le sens d'une conception purement matérialiste de la monnaie, en disant, en prenant parti contre le droit de seigneuriage de chaque seigneur sur la monnaie qu'il éditait, et en disant la monnaie ne dépend pas, la valeur de la monnaie ne dépend pas du seigneur, mais uniquement du poids de métal qui est attaché. Voilà. Donc tout ça a fait que la monnaie a été irrémédiablement, au fil du temps, s'est irrémédiablement cristallisée autour du phénomène de métaux précieux. Donc la monnaie était devenue en fait synonyme d'or ou d'argent. Voilà. Ça a perduré longtemps. Quand le dollar a été en 1973, je crois que c'est 73, quand le dollar a été les accords de Bretton Woods. Non, Bretton Woods c'est avant, mais au moment où le dollar a été découplé de l'or, de sa valeur en or, techniquement la matérialisation de la monnaie a disparu. Donc la monnaie est redevenue purement une institution. Sauf que cette institution, elle est restée dans les mains uniquement des banquiers. Alors que normalement, ça devrait être une institution politique, publique, puisque c'est son rôle, le rôle de la monnaie est de faciliter les échanges. Or, quand vous mettez le fait monétaire dans les mains privées, comment voulez-vous qu'il remplisse le rôle d'intérêt public qu'elle est censée remplir? D'accompagnement des échanges. Donc, il y a eu une perversion. Effectivement, la monnaie est redevenue une institution sans le dire et sans que personne ne change quoi que ce soit, comme Jean-Rémy l'a parfaitement bien signalé et indiqué, et c'est lui qui a mis le doigt sur ce problème essentiel. Alors que la monnaie est redevenue une pure institution, eh bien, rien n'a changé. Elle est toujours considérée comme une réserve de valeur, c'est-à-dire un bien. Voilà. Parce que la conception économique de la monnaie tourne toujours autour de la question de savoir que c'est effectivement un moyen d'échange, mais également une réserve de valeur. Et le fait d'être une réserve de valeur transforme la monnaie en bien, en marchandise dans le commerce.
Voilà. Parce que je stocke la réserve de valeur et je fais Exactement. varier la valeur de la monnaie. Parfaitement. Donc la monnaie peut être émise sur le marché comme n'importe quel autre bien, ce qui est une hérésie, puisque la monnaie est une institution qui ne peut pas, par essence, être mise sur un marché. Elle n'a pas de valeur en soi. La monnaie est un instrument de mesure, c'est un service public rendu par une institution politique. Voilà. Donc la monnaie ne peut remplir son rôle correct de facilitateur d'échange que si elle est dans des mains politiques, c'est-à-dire que si elle est une institution qui sera régie par des gens dont l'objectif est effectivement de donner à la monnaie sa mission principale, essentielle, initiale, qui est de servir, de faciliter les échanges pour tout le monde. D'accord. Si vous mettez la monnaie dans des mains privées, elle ne peut structurellement pas remplir son rôle, sa fonction sociale de facilitateur d'échange. Elle ne facilitera que le développement des intérêts de ceux... Donc elle va avoir un autre rôle. Exactement, elle va avoir un autre rôle et c'est aujourd'hui ce qui explique toutes les crises. Toutes les crises. Aucune monnaie ne devrait être sur un marché. Le marché des devises ne devrait pas exister puisque c'est contraire au concept monétaire fondamental. Alors, si je vous pose des questions qui sont trop complexes, n'hésitez pas à me le dire, mais dans cette proclamation du dollar comme monnaie d'échange pour les échanges internationaux, si on considère que la monnaie est le signe du pouvoir, est-ce que ça n'est pas, cette proclamation du dollar, le signe du pouvoir de ceux qui émettent la monnaie américaine sur l'ensemble des échanges mondiaux et la mise sous tutelle de l'ensemble du monde sous un pouvoir politique? Oui, mais évidemment. Enfin, oui, la réponse à votre question est évidemment oui. Mais donc, je pense que la question est peut-être mal posée dans le sens où il ne faut pas voir la monnaie comme un instrument de pouvoir. La monnaie est un instrument de développement des relations économiques, donc est un instrument au service d'une économie et à la fois le reflet de cette économie. Elle n'est pas essentiellement un instrument de pouvoir. Elle est devenue un instrument de pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'elle a été gérée, mise entièrement dans les mains des banquiers. Donc en fait, la façon dont on conçoit effectivement le phénomène de Bretton Woods n'est qu'une émanation du fait antérieur qui est que la monnaie était déjà dans des mains privées. Alors, chers auditeurs, je suis silencieuse parce que ce travail sur la privatisation de la monnaie de Valérie Bugeaud et Jean-Rémy est très intéressant. Et vous avez insisté à plusieurs reprises déjà lors de votre dernier passage sur le fait que déjà la privatisation de la monnaie, la remise entre les mains des banques était un problème, mais aggravant ce problème, il y a l'anonymat des personnes qui détiennent la monnaie. Et on reboucle sur moi ce qui me taraude, en fait, c'est que mon vieux côté un peu libéral, détestable, fait que j'aurais tendance à vous dire, bon, si on arrive à faire que le privé travaille pour le bien commun, pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est que l'anonymat des mains qui détiennent le pouvoir monétaire fait qu'elles sont irresponsables et donc ne peuvent pas être sanctionnées lorsque les catastrophes arrivent. Bien entendu, mais tout ça est lié, en fait, il n'y a pas de... Ce que je voudrais, je ne sais pas si je vais trouver les mots corrects, mais j'aimerais faire comprendre à votre auditoire, à mon auditoire, qu'il n'y a pas de rupture de conception. Tout se trouve dans une continuité historique. Voilà. Donc le phénomène monétaire accaparé par des mains privées a permis à une certaine catégorie d'individus qui avaient beaucoup qui avait accaparé la monnaie et l'or et donc les biens matériels et qui étaient dans une optique d'accaparement, dans une dynamique d'accaparement, ont permis à ces gens-là de prendre de plus en plus de pouvoir économique et donc de se dire on va aussi pouvoir prendre le pouvoir politique parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir politique à l'époque. Donc ces gens-là ont... Comment expliquer ? Ils ont manœuvré de telle sorte que
ils n'ont pas pu prendre un pouvoir politique directement, parce que les gens se seraient élevés contre eux, en disant non, nous, on n'a pas envie de devenir les esclaves de quelques personnes. Donc ils n'ont pas pu faire ça ouvertement. Donc tout ça s'est développé et n'a pu se développer qu'à une seule condition, c'est d'instaurer l'anonymat des capitaux. Et l'anonymat des capitaux s'est développé en même temps que s'est étendu le pouvoir des banquiers commerçants. Ça a été ensemble, en fait. L'un n'aurait pas pu avoir lieu dans les proportions qui se sont développées, que nous connaissons aujourd'hui, sans l'anonymat des capitaux. L'anonymat des capitaux est un des piliers essentiels de la conception économique actuelle. C'est-à-dire que la conception économique qui est que certaines personnes anonymes accaparent de plus en plus de biens matériels, de plus en plus de pouvoir politique, etc. Et cet accaparement des biens matériels a été fait parallèlement à un accaparement du pouvoir politique par l'intermédiation de deux éléments essentiels. Le premier, ça a été le principe de séparation des pouvoirs, qui n'est en réalité pas une limitation du pouvoir comme ça nous est présenté, mais une dissolution du pouvoir. Vrai pouvoir politique. Et parallèlement, pas simultanément, mais dans le développement de ce phénomène, s'est imposé le parlementarisme anglo-saxon. Parce que vous savez que les parlements d'Ancien Régime n'avaient rien à voir avec les parlements aujourd'hui. On dit parlement, mais on désigne des univers totalement opposés. Le parlement d'Ancien Régime, c'était une cour de justice. Aujourd'hui, le Parlement, c'est tout à fait autre chose. C'est un organisme dédié à faire des lois, fabriquer des lois. Mais comme ils ne comprennent pas ce qu'ils font, c'est pas eux qui font les lois. Oui, non, mais... oui, mais je comprends le principe. La séparation du pouvoir et l'arrivée du parlementarisme anglo-saxon a permis aux détenteurs du pouvoir économique de prendre le pouvoir politique, mais de façon asymétrique. Ils ont pris le pouvoir, donc de façon officieuse. Donc ils n'ont endossé aucune responsabilité pour cette prise de pouvoir qui officiellement n'existait pas. Donc ça a permis ça c'est la méthode du banquier commerçant qu'ils ont utilisée depuis toujours, c'est de séparer la notion de pouvoir de la notion de responsabilité. La division, ça j'aime beaucoup cette explication que vous faites. Mais c'est l'explication la plus simple, la plus évidente et la plus réaliste que l'on puisse donner. Ces gens-là n'ont pu prendre autant de pouvoir que parce qu'ils sont restés anonymes, et ils sont restés anonymes, donc ils n'ont pas pu être responsables. Et pas pu être désignés. Ils ne sont pas plus responsables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 300 ans. Or, leur pouvoir s'est considérablement développé. Aujourd'hui, ils veulent instaurer un pouvoir mondial à leur mesure. Voilà. C'est-à-dire un pouvoir qui sera concentré dans quelques mains et tout le reste de l'humanité sera considéré comme des esclaves. Enfin... C'est vers ça qu'on se dirige, et c'est vers ça que la propriété économique nous dirige, c'est vers ça que toute la pensée anglo-saxonne nous dirige, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la pensée anglo-saxonne est dominante, même dans la conception même du monde et de la vie en société. Et si on veut changer les choses, il faut revenir essentiellement là-dessus. Sinon, on ne pourra pas changer. On ne peut pas déplorer des effets dont on chérit les causes. Tout simplement. Simplement lutter contre cette pensée, ce qui est... Si, c'est très simple en fait. On nous fait croire que c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué du tout. Il faut juste revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que la politique ? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? Qu'est-ce que c'est que la monnaie ? Qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? C'était être amené à se reposer les questions de base, fondamentales, qui ont fait que un jour, une civilisation a pu naître. Voilà. Chers auditeurs, vous voyez, nous sommes dans une réflexion, mais sachant que les partis politiques sont très paresseux, qu'il y a assez peu de personnes en ce moment qui sont capables de nous réfléchir, de réfléchir et de nous guider, je pense qu'avant la refondation, nous avons un peu de temps et nous avons le temps de réfléchir. D'où ces invitations et ce plaisir que nous avons d'entendre au micro de Radio Courtoisie Valérie Bugeaud. Alors, je vais vous rappeler l'ouvrage que je vous recommande, chers auditeurs. Le titre, c'est « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, les
moyen d'une véritable démocratie. Les auteurs sont Valérie Bugeaud et le regretté Jean Rémy, que je n'ai pas eu la gentillesse d'inviter, et je m'engage publiquement donc à le recevoir. Il y a une très belle préface de Philippe Boursier de Carbon, chers auditeurs, qui, je pense, dresse déjà bien le décor de ce livre. Alors, on a compris le mécanisme de monnaie, pardonnez-moi, comme en fait outil des échanges. Vous nous avez expliqué le mécanisme d'accaparement. Dans votre toute dernière partie, alors, chers auditeurs, l'ouvrage est assez petit. Il y a, je vais vous donner le nombre de pages, il y a 185 pages. Moi, je l'ai trouvé très dense. Donc, je me suis concentrée sur ma marotte du moment, qui est la question monétaire. Mais je vous invite à relire donc l'ensemble de l'ouvrage. Vous avez tout un travail sur la question de la souveraineté, ensuite de l'organisation de la vie, l'organisation juridique de la vie en société, et ensuite donc de la monnaie, théorie juridique de la monnaie, qui était le sujet qui m'intéressait. Chers auditeurs, n'hésitez pas à lire l'ensemble du livre et à le méditer, car je pense qu'il permet de nourrir une réflexion politique. Alors, je voudrais que vous ayez le temps de nous présenter, parce que moi, je garde en tête cette question de la monnaie unique, qui a été source de débat, évidemment, lors de la présidentielle, qui est une source de frayeur pour les Français. Et vous avez travaillé sur ce que c'était qu'un modèle de monnaie efficace. Ah oui. Et j'espère que vous nous ferez rêver en nous expliquant comment nous pouvons retrouver une monnaie qui serve l'économie française, parce que je vous avoue que ce qui m'inquiète avant tout, c'est le service de l'économie et de la politique française. Alors, j'espère que je vais faire plus que vous faire rêver, parce que je vais vous donner des informations actuelles, d'actualité, et qui peuvent inverser aussi le sens des choses sans rêver très loin. Donc, effectivement, Jean-Rémy et moi avons travaillé sur qu'est-ce qu'une monnaie efficace, mais actuellement, vous avez tout un groupe, notamment d'anciens banquiers, qui s'est développé essentiellement en Suisse, pour forcer le politique à faire ça s'appelle l'initiative monnaie pleine, et c'est en fait une façon de faire récupérer par la Banque centrale, c'est-à-dire organisme censément politique, le contrôle de la création monétaire. Et ça, c'est un élément fondamental qui permettra d'aller vers une monnaie saine. Alors évidemment, vous imaginez bien que tous les grands banquiers, les grandes banques internationales, les banquiers centraux sont vent debout contre cette initiative monnaie pleine, qui est néanmoins une d'initiative populaire, une initiative populaire et de nature constitutionnelle. C'est-à-dire que si une majorité de Suisses votait, je crois que c'est début juin, cette initiative, la constitution suisse serait modifiée de façon à retirer aux banques privées la création monétaire. C'est quand même énorme. C'est fondamental. Très intéressant. Fondamental. Donc je vous invite à aller sur le site www.initiative-monnaie-pleine.ch anti/. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour le petit... C'est pour me dire que mes rêves pourraient devenir réalité plus vite plutôt que je ne le crains. Exactement, plutôt que vous ne pouvez le rêver. Oui, exactement. Ça, c'est la première chose. Selon vous, quels sont les... Alors, aujourd'hui, on constate... Alors, je voulais juste revenir sur votre présentation de l'euro en tant que monnaie unique. L'euro, j'ai compris que l'euro n'avait jamais été une monnaie unique. C'est un panier de monnaie en indivision. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec une monnaie unique. Chaque monnaie d'État garde une valeur particulière et différente de l'État voisin. C'est-à-dire que l'euro il y a des taux de change français, cachés. Exactement. L'euro français, l'euro grec ou l'euro
marque. Voilà, l'euro-marque. L'euro-franc, l'euro-marque n'ont rien à voir entre eux. Avec la monnaie grecque, c'est encore tout à fait différent. Donc, c'est une illusion de monnaie unique. C'est une illusion de monnaie unique et ça crée des tiraillements énormes puisque chaque détenteur de monnaie dévaluée dans son propre pays veut aller cacher sa monnaie dans la banque centrale de l'État fort, ce qui est l'Allemagne. Donc l'Allemagne se retrouve, la banque centrale allemande, la BUBA, se retrouve avec un bilan, dans son bilan, d'état de monnaie dépréciée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les Allemands sont plus si contents que ça de la monnaie unique. Et il y a une bonne partie des Allemands qui voudraient bien se débarrasser de cet euro. Alors ils n'osent pas parce qu'il y a toute cette imbrication géopolitique, de domination... voilà, d'intérêts financiers, voilà, industriels. Exactement. Donc il y a beaucoup d'autres intérêts qui font que ça tiraille dans les deux sens. On ne sait pas lequel va gagner finalement. Mais il n'est pas exclu de penser que peut-être que c'est les Allemands qui seront à l'initiative de l'explosion de l'euro. De l'euro dite monnaie unique, réputée unique. Peut-être y aura-t-il à terme 2 euros, l'euro, les euros faibles et les euros forts. Alors les euros forts, ça va être les euros des pays du Nord, mais enfin bon, c'est peut-être pas si évident que ça non plus. Et puis les euros faibles, eux, ça va être un nombre d'États qui va certainement aller croissant. Donc la France fera partie des euros faibles. Évidemment. Quel est, pour ce cas de la monnaie européenne, qui est un cas d'école, à mon avis, de brouillage des idées, brouillage des valeurs, brouillage des intérêts, brouillage du politique. Oui, il y a beaucoup de cas d'école, on peut en donner beaucoup, mais effectivement, la monnaie en fait partie. Je trouve que c'est un élément... Alors, c'est vrai que c'est mon petit côté un peu éco, mais je trouve que c'est un élément facile de compréhension dans le cadre d'un débat politique. Déjà, il y a un élément qui est intéressant, c'est que lorsque vous parlez de monnaie, vous expliquez bien qu'il s'agit d'un outil qui est organisé par un pouvoir politique sur un territoire donné. Donc, une monnaie n'a pas de sens sur un territoire qui n'est sur pas... la terre entière, vous voulez dire? Oui, sur la terre entière et sur un territoire. C'est vers ça qu'on s'achemine. Sur un territoire où le politique, finalement, n'a pas déterminé la zone de droit qui est sous son contrôle. Donc, évidemment, puisque en fait, une monnaie est au service d'une économie. Et les économies sont nécessairement locales parce qu'elles sont contingentées par tout un tas de matérialités qui dépassent le simple... la simple construction humaine, qui peuvent être des conditions atmosphériques, des conditions géologiques. Oui, la capacité de déplacement pour les échanges. Capacité de déplacement pour les échanges, tradition commune qui fait que les gens peuvent s'entendre plus facilement ou pas, capacité de communication linguistique aussi, parce que vous savez qu'une langue véhicule des valeurs et véhicule une façon de concevoir le monde. Donc, il est plus facile d'échanger avec un voisin qui a la même conception du monde que vous qu'un voisin qui n'a pas du tout les mêmes repères. La même langue. Enfin, le même concept. Oui. Le même cas de référence. C'est ça, le même référentiel philosophique, c'est un grand mot, mais la même conception vraiment du monde. Parce qu'il y a des malentendus en permanence. Donc, une économie ne peut être que locale, et une monnaie est là pour faciliter les échanges au sein d'une économie. Donc la monnaie, elle est par nécessité locale. Donc elle est entourée de frontières, normalement, je me trompe? Oui, qui dit local dit des limites. Oui. Donc les limites, vous les mettez comment? Ça s'appelle des frontières, non? Ça sera soit les douves qui entourent le village, soit les frontières qui entourent une nation. Les limites, elles sont inhérentes au phénomène économique et au phénomène monétaire. Après, ce qui est intéressant dans le cadre du développement d'une civilisation, c'est justement que ces limites soient organisées politiquement, c'est-à-dire dans le sens où les gens peuvent... la sérénité de la vie en commun est assurée. Voilà, un minimum de sérénité. Évidemment, il y aura toujours des antagonismes, etc. Il y a toujours des gens mécontents. On peut jamais... À partir du moment où vous mettez des gens en commun... il y aura toujours des mécontents. 3 personnes en commun, il y a forcément du débat. Mais évidemment, donc la question n'est pas de savoir si on peut faire un monde idéal, la question est de savoir comment organiser les choses alors que nous sommes tous limités et qu'on a tous des intérêts divergents pour que ça se passe le mieux possible. Voilà.
Alors, et aujourd'hui, on est dans une conception radicalement opposée. Radicalement opposée, mais comme là, je ne souhaite pas m'appesantir sur les souffrances des nôtres et les souffrances du monde. Non pas, chers auditeurs, que je veuille m'enfermer dans un monde rose, mais je pense que parfois, il faut regarder un peu plus loin que la ligne de combat pour savoir où on va. Donc, c'est un peu le sujet de cet entretien. Pour vous, quels sont les critères d'une monnaie efficace ? On voudrait, d'une baguette magique, mettre en place une monnaie efficace. Comment doit-on réfléchir ? Que doit-on faire ? Déjà, la première chose, c'est de comprendre qu'une monnaie est une institution dans des mains politiques, c'est-à-dire chargée de faciliter la vie en commun, de faciliter les échanges. Donc déjà, ça, c'est essentiel, parce que si vous continuez à laisser la monnaie dans les mains des banquiers, ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce que les Suisses ont l'air d'avoir compris. Ah exactement. Et puis j'aimerais bien, il serait vraiment très intéressant que le monde entier comprenne ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, après, c'est de mettre la bonne quantité monétaire en circulation. Qu'elle soit sous forme matérielle ou dématérialisée, n'a aucune forme d'importance. Aucune forme d'importance. Ça me fait penser justement, par association d'idées, ça me fait penser au blockchain. Je voulais juste, en aparté, expliquer que la blockchain est ab initio conçue comme une réserve de valeur. Donc ce système ne permet pas, de façon conceptuelle, de remplir le rôle d'une monnaie saine. Voilà. Donc par contre, il peut rendre certains services. Et puis, comme c'est un instrument très efficace de transmission de valeur, la blockchain, la théorie de la blockchain peut être utilisée dans sur beaucoup d'autres choses que domaines que monétaires, et pour rendre des services vraiment très importants à la collectivité. Donc moi, j'ai tendance à être très positive, à croire à la blockchain, mais certainement pas en tant qu'instrument monétaire. Donc vous faites partie des gens qui expliquent que le Bitcoin, par exemple, c'est pas une solution. Ah non, mais le Bitcoin... C'est pas une monnaie refuge. Mais non, c'est une monnaie qui fera de toute façon toujours l'objet de spéculation, puisque c'est conçu pour être une marchandise. À partir du moment où vous mettez une monnaie sur le marché, et donc elle sera soumise à spéculation, et donc elle ne peut plus remplir son rôle. Et donc, si c'est un bien, parce que j'ai entendu souvent des promoteurs du Bitcoin expliquer que c'était un moyen d'échapper au système bancaire, sauf que si le Bitcoin est une marchandise, il peut être acheté par le système bancaire, que ce soit du dollar ou de je ne sais pas quoi. À partir du moment où c'est soumis à spéculation, les banquiers rachèteront toujours, parce que c'est eux qui ont le monopole aujourd'hui de la domination économique. Donc, c'est un leurre. Exactement, c'est un leurre. Parfaitement. En revanche, je pense que dans le domaine international, la blockchain peut être utile pour des pays pour échapper à des embargos ou à des sanctions qui, notamment, leur interdisent de passer par SWIFT. Parce que dans les échanges internationaux, les pays qui ont interdiction d'accès à SWIFT sont extrêmement incommodés pour leurs échanges internationaux. C'est très important que vous reveniez expliquer aux auditeurs, parce que SWIFT... c'est un mécanisme qui n'est pas connu de tout le monde. Il faut déjà avoir un petit peu vu ce que c'était que les normes d'échange bancaire, les questions internes. Quelle est cette mécaque de SWIFT ? Alors moi, je ne suis pas spécialiste de SWIFT. Non, je ne vous demande pas d'être une spécialiste, justement, mais juste de nous expliquer comment... d'échanger les différentes... toutes les transactions financières passent par ce dispositif qui est finalement pas si transparent que ça non plus. Donc, c'est un numéro, alors les codes SWIFT, en fait, c'est un numéro d'identifiant unique. Il faudrait que vous interrogiez Jean-Rémy là-dessus. Oui. Il sera certainement plus performant que moi. C'est un numéro d'identifiant unique, en fait, qui est donné aux différents intervenants, qui fait que, donc je ne sais pas quelle est l'autorité qui attribue ces numéros. Oui, c'est SWIFT, je pense. Et donc, qui fait qu'on peut procéder à des règlements internationaux. Des règlements, d'ailleurs, en banque. Parce que même dans le cadre national, quand vous n'avez pas de code SWIFT, vous ne pouvez pas faire de... je pense qu'il y a d'autres mécanismes de compensation. Mais à l'étranger, c'est pas possible. Donc alors sur ces questions-là, je vous invite à interroger Jean-Rémy parce qu'il sera beaucoup plus performant que moi. Donc ça sera pour Jean-Rémy la question sur les codes SWIFT. Absolument, parce que lui, il a beaucoup travaillé dans tout ça, donc il connaît ça par cœur. Donc, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, je ne suis pas banquière de formation. Insistez bien garder en tête que ça n'est pas une source d'échange et que la monnaie permet les échanges dans le cadre de nos frontières,
Non, mais la monnaie ne doit pas être un bien qu'on échange sur le marché. Voilà. Ce n'est pas un bien, c'est une institution qui rend un service public. Donc, il n'est pas question qu'on retrouve des euros bidules de l'autre côté de la frontière. Il n'y a pas de... si on revient à une conception normale de la monnaie, ça n'arrivera plus. Parce que la monnaie n'a pas de valeur en soi. On ne va pas aller spéculer sur quelque chose qui vaut rien. On ne spécule que sur des choses en pensant que sa valeur va augmenter ou diminuer. Voilà. Donc, quand même, il faut se souvenir que l'Empire britannique s'est développé à un moment où la monnaie était un bâton, un bout de bois. Donc ce bout de bois n'avait aucune valeur. Voilà, et ça n'a pas empêché l'Empire britannique de se développer. Donc il faut comprendre que c'est pas parce que la monnaie en soi n'a pas de valeur en tant que marchandise qu'elle ne rend pas des services. Vous voyez ? Bien au contraire, elle rend beaucoup plus de services en n'ayant pas de valeur en soi qu'en ayant une, puisque quand elle a une valeur en soi, elle est accaparée par des gens qui ne veulent plus rendre les services publics. Vous comprenez ? Oui, ils veulent monnayer, ils kidnappent la monnaie, ils vont monnayer sa remise sur le marché. Ils prennent le pouvoir comme ça. Donc la monnaie ne peut pas conceptuellement faire l'objet de marchandises, de marchandage, pardon. Alors, du coup, je reviens à votre définition. Donc, vous dites, pas question, l'idée que défendent certains de revenir à l'étalon or, de considérer que la monnaie a un rapport avec l'or, ne vous paraît pas ? Le problème avec l'or, c'est que les échanges se sont développés dans de telles proportions, c'est que je ne suis pas très sûre qu'il y ait la bonne proportion d'or sur le globe permettant de faire une adéquation entre la monnaie telle qu'elle doit rendre le service qu'elle rend et l'or. Donc ça, déjà, c'est pas sûr. Deuxièmement, l'or, c'est une marchandise. Donc elle est soumise à spéculation. Donc elle ne peut structurellement pas remplir le rôle d'une monnaie saine. Voilà, on en revient toujours à ça. Donc, il faut trouver quelque chose qui n'ait pas de valeur. Alors, ça peut être n'importe quoi, que ce soit matériel ou dématérialisé, n'a pas d'importance. Mais je pense que, par exemple, l'argent, qui est en quantité beaucoup plus importante sur le globe, est certainement plus à même de rendre un service monétaire que l'or. Voilà, ça, c'est la première chose. Mais ceci étant, ça peut aussi être sous forme dématérialisée. Ce qui est le plus important, c'est que la monnaie soit en adéquation avec les besoins d'une économie donné, déterminé, voilà. D'accord. C'est-à-dire ni trop peu, ni trop, ni trop peu. Parce que si elle est en quantité excessive, eh bien, elle ne permet plus d'échanger sereinement, puisque ça brouille la valeur marchande des biens. Et si elle est en quantité trop réduite, elle ne permet pas non plus de faire les échanges correctement. Donc, la monnaie doit être en quantité suffisante, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une corrélation entre le dynamisme économique d'un territoire et la valeur de sa monnaie. Donc en fait, la monnaie, elle n'est liée ni à un bien matériel, ni à une qualité de service ou quoi que ce soit. Elle est liée à un ensemble de phénomènes économiques. Et c'est ça qui permettra de valoriser les monnaies les unes par rapport aux autres. C'est le dynamisme économique de la zone qu'elle reflète. Voilà. Et ça demande un contrôle et une recherche permanente de la part du phénomène politique sur les besoins réels de l'économie qui doit être régulée. Voyez, quand on avait un dispositif... Sachant que la monnaie n'est pas là pour réguler l'économie non plus. Hein, oui, voilà. Moi j'ai bien compris. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, le raisonnement de Valérie Bugeaud est difficile à visualiser parce que cette idée de décrocher la monnaie de quelque chose de matériel, de tangible, ça rompt en fait avec les habitudes que nous avons. Mais non, pas du tout.
Depuis que le dollar a été découplé de l'or, la monnaie est totalement dématérialisée. Oui, c'est vrai, Elle est totalement dématérialisée. Au contraire, les habitudes actuelles sont dans la dématérialisation intégrale. La carte bleue. Sauf que aujourd'hui, la dématérialisation par l'usage de la carte bleue, par exemple, est facturée par les banques. On est sur un dispositif de privatisation bien entendu, complète. puisque la monnaie a été totalement privatisée par les banquiers. Donc voilà encore une des conséquences nécessaires et aberrantes par construction du fait que le concept monétaire ait été capté par des intérêts privés. À l'époque où la France avait la maîtrise de sa monnaie, on lui a reproché d'utiliser la planche à billets. Oui, alors... Comment vous expliquer? Parce que c'est quelque chose... supposons que la monnaie soit dématérialisée, que l'intégralité... Bon, alors, déjà, je voudrais revenir sur le phénomène suivant, c'est qu'on accuse toujours le politique d'utiliser la planche à billets. Mais il faut savoir que la monnaie est quand même dans les mains des banquiers, c'est-à-dire pas des politiques, depuis fort longtemps, depuis l'instauration des banques centrales. Donc déjà, il faut balayer cet argument qui est un argument totalement fallacieux. Et qui est pour la monnaie, fois, depuis au moins 300 ans, est gérée par des intérêts privés. Donc le politique n'a rien à voir dans la gestion monétaire. Donc les planches à billets, elles n'ont pas été faites par des politiques ou de façadement, peut-être... facialement fait par des hommes politiques, mais en réalité sous des contraintes, sous l'exécution, sous des contraintes qui lui étaient dictées par le pouvoir économique. Donc déjà, il faut balayer ces arguments qui n'en sont pas. C'est important. Ça, c'est la première chose. C'est un des rares moyens de défendre aussi le politique en disant attention, les inflations dont nous avons été victimes. Mais bien sûr, mais un politique digne de ce nom et donc qui est responsable devant les gens qu'il est censé réguler, enfin le groupe de personnes qu'il est censé réguler, doit rendre des comptes. Et en effet, la juste appréciation de la bonne quantité monétaire en circulation fait partie des comptes qu'il doit rendre. Mais à ce moment-là, on est dans un système de responsabilité politique, de responsabilité juridique et de responsabilité sociale. Comprenez ? Oui, alors que actuellement, nous ne sommes pas du tout dans ce système-là. Le politique ne peut pas être rendu de responsable d'un phénomène dont il n'a pas le contrôle. Exactement. Ce qui est d'ailleurs leur défense, en disant que c'est pas de leur faute s'il y a eu l'inflation. Mais bien entendu. Mais, enfin bon, de toute façon, l'inflation, elle est liée à un excès de monnaie en circulation, et cet excès de monnaie en circulation, c'est toujours le politique qui est rendu responsable, alors qu'en réalité, il est absolument indispensable de comprendre que c'est le phénomène économique qui contrôle tout ça. Voilà, donc... Quel est l'intérêt que peuvent avoir les institutions bancaires, les banques centrales, à entraîner une abondance monétaire et un effondrement de la valeur monétaire? L'intérêt, il est immédiat, c'est la captation des biens tangibles. Parce que quand tout s'effondre, quand les cours s'effondrent, quand les choses n'ont plus de valeur, les gens vont récupérer pour un... Vous avez de l'or de farfadet et eux ont une belle maison. Bien entendu. C'est ça. L'intérêt est très simple. Il est tellement évident que la plupart des gens ne le voient pas. Les grandes crises financières ont toutes débouché sur une concentration des capitaux. Puisque les actifs n'ont plus de valeur. Voilà. Chers auditeurs, moi, j'apprécie vraiment ces réponses de Valérie Bugeaud qui, je trouve, sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les débats économiques sur le méchant capitaliste ou le méchant politique corrompu. Je ne dis pas que nos hommes politiques sont des anges gardiens de notre société, rassurez-vous. Non, ils sont souvent des stipendiés. Mais je pense qu'il est important de savoir, de bien distinguer le maître du valet. Vous avez un tout dernier chapitre sur la monnaie représentant un échange économique et entraînant un rapport de droit. Alors c'est vous, la juriste. Donc là, vous allez répondre à mes questions. À partir dans notre modèle idéal où Je pense qu'il ne faut pas parler de modèle idéal, il faut parler de modèle conceptuel initial. Et de modèle qui justifie la raison d'être, l'existence de la monnaie.
existant. C'est pas idéal, parce que idéal, on a l'impression que c'est inaccessible et que ça ne pourra jamais être mis en œuvre. Alors que c'est pas ça, c'est juste l'opposé, puisque la monnaie a été mise en œuvre pour pour remplir certaines missions. Et aujourd'hui, on réaliste, c'est le modèle. C'est le modèle spontané. Normal. C'est le modèle normal. C'est le fonctionnement normal de la monnaie. Exactement. Qu'est-ce que vous entendez par représente un échange économique qui engendre des rapports de droit? Dans la notion de droit que vous pointez là, parce que la monnaie intervient est un intermédiaire dans un échange. Et l'échange, il est matérialisé juridiquement. Il est encadré juridiquement. Oui, c'est ça. Il est régulé juridiquement. C'est-à-dire que vous avez un créancier, un débiteur, et la valeur de chaque bien échangé, la monnaie n'a rien à voir dans la détermination de la valeur du bien échangé. La monnaie n'intervient que comme instrument pour permettre l'échange, mais n'intervient pas directement sur la valorisation, la détermination de la valeur, de la valeur du bien. Il faut être bien clair là-dessus. La monnaie n'intervient pas pour déterminer la valeur des biens qui seront échangés. La monnaie ne permet qu'une chose, c'est de faciliter l'échange. D'éviter le voyage des agriculteurs avec leurs 30 vaches jusqu'à chez Leclerc. Voilà. Exactement. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et la monnaie ne doit pas être conçue comme un phénomène qui interviendrait sur la valeur des biens et des services. Parce que ce n'est pas vrai. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie auront compris qu'on doit faire cet effort de considérer la monnaie comme une source d'échange. Mais c'est un instrument de mesure, ça pourrait être des coris, des sacs de blé, des bouts de verre. L'instrument, c'est un instrument de mesure. Exactement comme le mètre mesure des distances. Point. Voilà. Source Donc, de droit. La monnaie mesure des valeurs. Nous rebouclons sur le début de l'émission. On disait que la difficulté, la perversion du droit anglo-saxon, c'est d'avoir séparé la propriété, la responsabilité, et finalement, on observe cette perversion à toutes les échelles, à l'échelle individuelle, puisque celui qui est propriétaire n'est pas toujours responsable de ce qui est fait avec l'objet dont il est le propriétaire. Exactement. Et on observe cette perversion. Et au niveau de l'organisation je ne sais pas politique. si vous aurez le temps de revenir dessus, mais j'adore cette explication sur cette séparation du pouvoir qui a été surtout un moyen de détruire le politique pour l'asservir à l'économique. C'est-à-dire que c'était vraiment l'axiome divisé pour mieux régner qui a été appliqué au pouvoir politique. Et aussi qui a permis la déresponsabilisation de l'État. C'est normal, puisque comme on ne peut plus désigner l'ennemi, on ne peut plus le condamner, on ne peut plus lui appliquer le droit et on ne peut plus le sanctionner au cas où il aurait pris une mauvaise décision. Et le droit devient de la réglementation. Mais cette perspective de rétablissement d'une bonne monnaie, qu'est-ce que vous entendez par rapport de droit? C'est-à-dire que... Mais les rapports de droit, c'est que en fait, la monnaie intervient comme un intermédiaire dans des rapports de droit, puisqu'elle intervient au moment des échanges, que ce soit des échanges de biens ou services. Ces échanges sont matérialisés par des rapports de droit. D'accord. C'est ça que je signifie. Et donc, si on ne va pas jusqu'au bout de l'échange, le droit s'applique. Le droit régule l'échange. Si l'échange est déséquilibré, si un bien a été extrêmement valorisé par rapport à sa contrepartie, mais la monnaie n'a rien à voir là-dedans. Là, c'est la justice qui doit intervenir. Qui intervient ? C'est ce qu'il faut comprendre. La justice et la monnaie, la monnaie n'entre pas en interaction dans l'évaluation de la justice de l'échange. Voilà. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, comprendre. Votre réponse soulève une question. Nous savons qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place par les intérêts, j'appellerais ça anglo-saxons, pour développer des tribunaux pratiquement privés où d'arbitrage, exactement, où la loi est faite par l'OMC qui est à l'origine de ça. Et je dois dire, et d'ailleurs j'invite les gens à lire mon livre parce que je le détaille dans l'ouvrage que vous avez cité
On va redonner le titre précisément aux auditeurs. Vous pourrez donc vous procurer aux éditions Sigeste, chers auditeurs de Radio Courtoisie, le livre de Valérie Bugeaud et Jean Rémy, dont le titre est « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, les moyens d'une véritable démocratie ». Alors, le concept fondamental de l'Union européenne, c'est que les traités sont fondamentalement des traités commerciaux. Des traités de commerce avec une organisation institutionnelle permettant l'application exactement du traité. Donc, quand vous avez des traités commerciaux et quand vous élaborez des juridictions qui sont chargées de mettre en œuvre des traités commerciaux, est-ce que vous appelez ça la justice ? Moi, non. Mais je veux dire, les juridictions de l'Union européenne ne sont pas là. Elles sont là pour respecter la bonne mise en œuvre des traités par les États et par les personnes. Pas pour assurer la justice des traitements entre les puissants et les moins puissants. Absolument pas. Mais j'invite les gens à lire les traités et à lire les missions des juridictions européennes. Les juridictions européennes n'ont qu'une seule mission, c'est de vérifier que les traités sont bien mis en œuvre et bien appliqués. Donc on est totalement hors de contrôle politique, on est totalement dans un champ qui n'a plus rien à voir avec une justice au sens où le droit traditionnel l'entendait, en tout cas en droit continental. Voilà, donc en fait, si on veut bien observer les choses de façon logique et objective, factuelle, eh bien, les juridictions de l'Union européenne ne sont qu'une application du principe général inclus dans le principe de l'OMC, qui est que les juridictions doivent être là pour générer et vérifier et contrôler la bonne application des traités, voilà, ou des transactions commerciales. C'est tout, c'est une application. L'Union européenne s'interprète, alors évidemment l'OMC est arrivé après, mais le principe de libre-échange est quand même en œuvre. Avant que l'OMC n'intervienne, c'était déjà des idées qui se cachaient derrière le GATT, etc. C'était déjà des dispositifs qui étaient mis en place. C'était des dispositifs qui étaient mis en place et qui auraient pu ne pas l'être parce que vous aviez l'Organisation internationale du commerce, l'OIC, qui était fondamentalement divergent par rapport à ce qui est devenu l'OMC et qui aurait pu prendre le contrôle. Mais simplement, l'OIC était fondé sur des principes que j'appellerais de droit continental traditionnel. Et on a vu que dans le rapport de force entre le droit continental traditionnel et le droit anglo-saxon, le droit continental traditionnel a perdu ce rapport de force. Définitivement perdu. Parce que la force des capitaux s'est imposée à la force du politique. Donc la reconquête du pouvoir et de l'indépendance de nos nations, parce que la question se pose pour la France, mais pour l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Bien entendu, dans les mêmes termes. Est-ce qu'on peut dire que la reconquête de la monnaie et le rétablissement d'une monnaie qui conforme à son usage initial est la première étape du redressement de nos pays? Absolument, parce que ça sera la première étape. On reprendra le processus en sens inverse, alors que la privatisation de la monnaie a été la première étape vers le contrôle du politique. La reprise en main de la monnaie par le phénomène politique sera une déconstruction méthodique de toute ce qui a été fait. de toute la construction monstrueuse qui a été mise en œuvre par ces intérêts privés. Ne croyez-vous pas que aujourd'hui on assiste à un tel... il y a quand même des tensions actuellement sur les marchés internationaux qui sont liées à la monnaie. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous noterez, chers auditeurs, ma façon délicate de présenter les choses. Je ne voudrais pas être trop catastrophiste. Je vous rappelle que j'ai d'autres moments où je peux être pessimiste, mais là, j'essaye d'être optimiste. Est-ce que ce système ne va pas mourir de lui-même ? Ah non, je pense que le système ne mourra pas de lui-même. C'est-à-dire que le système est devenu tellement monopolistique, c'est-à-dire que le pouvoir pris par j'appelle les très grands capitalistes, parce que ça fonctionne avec une chaîne de soumission. Donc vous avez ceux qui tirent les ficelles tout en haut et puis tous les autres qui sont asservis. C'est la servitude volontaire, vous voyez, il y a plusieurs façons de servir. Eh bien, si les gens ne prennent pas conscience de tout ça, on va tous se retrouver esclaves.
Et ça, j'invite les gens à lire mon livre une fois de plus, parce que l'esclavage financier va amener l'esclavage des corps. Et c'est déjà le cas par bien sûr. Donc, en gros, ceux qui ne détiennent pas le pouvoir politique, donc les plus gros, les plus riches finalement, les plus grands capitalistes, les autres deviendront des pièces de rechange, des pièces de rechange pour la vie éternelle de ceux qui ont le pouvoir et qui veulent instaurer un pouvoir de type dictatorial mondial, au niveau mondial. Il faut bien le souligner. Hein. Le nouvel ordre mondial, c'est un pouvoir de nature dictatoriale et qui sera instauré au niveau mondial. Il y aura une monnaie unique, une monnaie mondiale, il y aura un gouvernement mondial, il y aura peut-être une religion mondiale, etc. Donc il faut comprendre que si les gens ne se réveillent pas, les choses ne sont pas naturellement en leur faveur. La pente du phénomène en cours n'est pas en la faveur des populations. Ça, il faut bien le comprendre. Ce qui peut s'effondrer, c'est les monnaies, c'est l'institution financière. Les institutions financières internationales peuvent et vont s'effondrer. Parce qu'il faut quand même se rappeler que les tensions que nous connaissons actuellement sont essentiellement dues au fait que la monnaie, le dollar en tant que monnaie internationale, n'est pas apte à remplir le rôle d'une monnaie internationale, puisque c'est en même temps une monnaie nationale. Et les contraintes économiques d'une monnaie nationale sont en opposition avec les contraintes économiques d'une monnaie internationale. Donc les plus grands banquiers, qui sont situés à la City, ont compris ça depuis déjà un bon moment. Donc ils se sont opposés à ce que le dollar reste monnaie. C'est la raison pour laquelle le dollar, à leurs yeux, ne pouvait pas rester monnaie d'échange international. Et de toute façon, c'était aussi assez naturel parce que ça impliquait des contraintes sur le territoire américain qui n'étaient à terme pas gérables. Néanmoins, une grosse partie, certains très grands capitalistes ont tiré leur puissance de la domination mondiale du dollar en tant que monnaie internationale. Donc, il y a des tiraillements entre ces différentes factions. Voilà. Donc aujourd'hui, une très grosse partie des problèmes, je dirais, géopolitiques, mais monétaires, mais également géopolitiques que nous connaissons, sont liés à ces tiraillements-là. Voilà. Mais c'est pas parce que il est sans doute souhaitable que le dollar perde le statut de monnaie internationale, ça c'est sans doute souhaitable, mais c'est pas pour ça qu'il est souhaitable que la monnaie continue à rester dans les mains des banquiers. Parce que si la monnaie internationale n'est pas le dollar, mais qu'elle continue à être gérée par les mêmes personnes, c'est le par les yen mêmes ou autre banques, chose, avec les mêmes mécanismes de gestion. Ça serait plutôt le DTS, ça va pas être le yen. Oui, j'allais vous demander, je crois qu'il y a déjà des choses qui sont dans les cartons. Le DTS pourra prendre un autre nom par la suite. C'est les droits, chers auditeurs, droits de tirage pour spéciaux. Les non-initiés, c'est les droits de tirage spéciaux. Et c'est le FMI qui serait à la manœuvre. Voilà, le FMI et très probablement la BRI qui gérerait les compensations avec les dettes. Je pense que là, on rentrerait dans des mécanismes assez particuliers. Ça serait une jolie cuisine, ça. Oui, non mais attendez, il faut bien comprendre deux choses et bien isoler deux problématiques différentes. Le fait que le dollar en tant que monnaie mondiale, qu'il soit souhaitable que le dollar en tant que monnaie mondiale s'efface, ça c'est une chose. Mais le problème, c'est que si les États qui veulent rester indépendants et les hommes politiques dignes de ce nom, si ce groupe de personnes n'est pas vigilant, et continue à laisser la monnaie dans les mains des banquiers, puisque ce sont les banquiers qui ont la main sur la Banque mondiale, le FMI, la BRI, je suis désolée, mais ce qui arrivera après sera bien pire. Sera beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave. Donc ce que vous nous dites, c'est que même en vue d'un effondrement du dollar, si nous un effondrement du système financier international tel qu'il est connu, nous devrions déjà préparer les chaloupes avec des dispositifs monétaires nationaux sous contrôle des États. Absolument, parce que sinon nous allons tomber de Caribancilla et dans des conditions, dans un contexte toujours plus dramatique pour les populations. Donc même si je suis un soutien inconditionnel de la monnaie européenne, lorsque je suis réaliste, je dois prendre en compte les crises monétaires qui ont lieu en ce moment, parce qu'en fait la guerre se joue en ce moment, et dire, quoi qu'il arrive, pour faire face à la crise, je suis un homme politique responsable, en l'occurrence moi une femme, et je dois préparer un dispositif de protection de ma population avec la possibilité
d'une monnaie d'échange nationale, passer des accords avec mes partenaires pour pouvoir échanger à l'échelle internationale, mais comme ça c'est toujours fait, c'est pas parce qu'on avait des francs, des marques et des dollars que les échanges internationaux ne s'opéraient pas. Et évidemment, placer le contrôle de cette monnaie intérieure entièrement sous le contrôle de l'État français. Sous le contrôle politique, bien entendu. Mais est-ce que, d'après vous, en tout cas dans nos pays occidentaux, est-ce que, d'après vous, ce qu'on appelle politique, qui voilà, dans le les conditions que j'ai politique décrites, est-il capable d'avoir ce genre de démarche? Est-ce que d'après vous, c'est envisageable? Écoutez, pour moi, c'est totalement hors du champ du possible. Il n'y a pas des hauts fonctionnaires qui sont capables de réfléchir sur... à condition que ces hauts fonctionnaires aient à cœur l'intérêt commun, l'intérêt... oui, le bien de la population. Voilà, et qu'ils soient responsables politiquement devant la dite population. Est-ce que vous avez ça en vue actuellement? Il y a un système. Alors, il nous reste 8 minutes. Je crois que je vais vous garder 5 minutes. Jocelyn, notre technicien, me corrige. Je vais peut-être vous garder pour quelques minutes supplémentaires parce que je souhaiterais que vous parliez de cette histoire de séparation des pouvoirs qui est Alors, il y a la comptine du troc qui est racontée aux économistes et il y a la séparation des pouvoirs qui est racontée... Oui. J'ai bien dit comptine du troc. Mais c'est absolument ça. Alors, interrogez Jean-Rémy sur la question, il va vous bien vous expliquer pense que la séparation des pouvoirs et les bienfaits de la séparation des pouvoirs, notamment républicain, est une jolie comptine aussi. Alors, j'ai quelques questions d'auditeurs. Donc, n'est-il pas paradoxal que ce soit une magistrature présumée majoritairement de gauche qui pousse à la standardisation anglo-saxonne de notre droit? Première question. Et deuxième question. Chers auditeurs, je vous prie d'excuser éventuellement mon erreur. Madame, votre pensée sur la monnaie est-elle influencée par les écrits de Thèse Ratunt? Ça vous dit quelque chose? Thèse Ratunt? Non. Donc, écoutez, chers auditeurs, je n'ai jamais entendu parler de Thèse Ratunt, donc... je ne peux absolument pas être influencée par lui. C'est peut-être une erreur de notation. Si vous pourriez avoir la gentillesse de rappeler notre chère bénévole Hélène pour préciser votre question, nous aurons plaisir à vous répondre. Alors moi, je voudrais juste, pour répondre de toute façon, parce que ma pensée n'a été influencée par personne d'autre que par l'observation attentive, méticuleuse et la qualification juridique de ce que j'observais, de mes observations, associées aux informations... historique et technique que j'ai pu récolter. Voilà. Donc je n'ai été influencée par la pensée de personne en faisant ma théorie juridique de la monnaie. Nous avons fait cette théorie ensemble avec Jean-Rémy, chacun apportant ses propres compétences. Donc on a lu aucun penseur de la monnaie antérieurement à ce que nous avons... Pour cette question sur le lien entre notre magistrature réputée de gauche et son soutien à la standardisation anglo-saxonne, est-ce que vous avez des éléments de réponse pour notre auditeur, sachant que vous avez le droit de déborder un petit peu sur la deuxième partie? Je vous remercie pour votre autorisation. Oui, alors mon élément de réponse, c'est que pour moi, les partis politiques droite-gauche sont d'abord, c'est une émanation déjà du principe du parlementarisme anglo-saxon. C'est une façon de capter le pouvoir et de canaliser le pouvoir. Les partis politiques sont là pour canaliser et capter et instrumentaliser finalement, comment dirais-je, accaparer le discours politique et finalement l'instrumentaliser parce que, d'une part, le limiter, et d'autre part, l'inclure dans un champ idéologique. Et moi, je pense que si on veut sortir des problématiques actuelles, il faut sortir du champ idéologique pour retourner dans le champ de la réalité, de l'observation concrète des phénomènes en cause. Et je pense que, évidemment, les partis politiques sont là pour, une fois de plus, diviser pour mieux régner. C'est un instrument idéal de division des populations. Et d'empêchement de réfléchir et de sortir du cadre que l'on nous impose. Si on veut sortir de ce cadre, il faut sortir de la réflexion idéologique. Et sortir de la réflexion idéologique passe en priorité par sortir
du concept de parti politique. Chers auditeurs, sur cette brève réponse, nous allons conclure notre première partie et on se retrouve dans quelques minutes pour répondre aux dernières questions que notre douce Hélène est en train de nous apporter. À tout de suite, chers auditeurs.